Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TM1. Merci de suivre ce nouveau magazine de l'actu en débat, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. 33 ans après le 26 mars 91, les acquis en cause et les acteurs en disgrâce. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, plébiscité au premier tour de l'élection présidentielle. Une leçon de démocratie, une fois de plus sur le continent. Nous en parlons avec nos invités, Youssouf Sissoko, journaliste, directeur de publication du journal La Tendance. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Paul. Alessi Kalamiri, journaliste, directeur de publication du journal Mali Tribune. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Au plaisir de vous recevoir une fois de plus sur le plateau de l'actu en débat. Le Mali a célébré hier, 26 mars 2024, la 33e anniversaire du renouveau démocratique au Mali. Alors, première question qui me vient en tête, 33 ans de renouveau démocratique, qu'est-ce que l'on peut retenir? Monsieur Kalamiri. Bon, c'est l'âge canonique. C'est normalement la période où quand même des traditions sont assises, où des habitudes sont assises, où, disons, il devait y avoir des valeurs partagées et ancrées. Mais malheureusement, on se trouve encore au niveau où il faut qu'on s'entende même sur le sens, malheureusement, de mars 91, où il faut qu'on s'entende sur, disons, la portée et les acquis. Malheureusement, il y a une remise en cause, effectivement, des acquis de mars 91. Malheureusement, les acteurs encore vivants se taisent et ne portent pas la contradiction. Et malheureusement, il y a de plus en plus, nous sommes dans une société très jeune, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas exactement ce qui s'est passé en mars 91, quelle est la portée, et le relais ne se fait pas. Donc oui, il y a plus une perdition du message que, disons, un passage de flambeau à la génération suivante. Monsieur Sissoko, oui. 33 ans, quel bilan on peut tirer du renouveau démocratique? Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs de TM1. Et effectivement, 33 ans après, il faudrait d'abord rappeler le contexte parce que le 26 mars 91, c'est la date, en tout cas, qui consacre la fin d'une époque, la fin des régimes, le régime dictatorial de Moussa Traoré, qui a duré 23 ans. Et le 26 mars 91, les patriotes se sont en tout cas engagés et sont parvenus en tout cas à mettre fin à ce régime. Donc 33 ans après, effectivement, la question se pose, qu'est-ce que cette révolution a tout simplement apporté, en tout cas à notre pays. Effectivement, comme l'a dit mon confrère Alexis, l'avènement de la démocratie a été salué par certains, parce qu'au moins cette démocratie nous a permis en tout cas de mettre en place des institutions, et ces institutions, si vous voulez bien, garantissent un certain nombre de choses, comme le multipartisme, comme l'alternance au pouvoir, comme les libertés, toutes les formes de liberté, liberté d'expression, liberté d'association et liberté de presse tout simplement. Donc on peut dire que 33 ans après, si nous devons dresser un bilan, le bilan il comporte les deux aspects. Il y a des aspects négatifs comme il y a des aspects positifs. Mais ceux qui pensent en tout cas que la démocratie n'a servi à rien, et franchement, se trompent lamentablement parce que pour moi, il n'y a pas d'alternative à la démocratie. C'est un beau modèle de gestion. D'accord, justement, très beau modèle de gestion. Nous allons revenir un peu sur les insuffisances. Mais bien avant cela, la question que je vais vous poser, c'est qu'on s'est dit, après la chute du régime Moussa Traoré, on est dans une nouvelle ère où on s'est dit, il faudra vraiment qu'on ait un État fort, des institutions fortes. Mais malheureusement, 33 ans, on a eu encore 3 coups d'État. Est-ce que quelque part, on n'est pas reparti en arrière? Oui, effectivement, vous avez raison de dire ça, parce que vous savez, j'ai tout le temps dit qu'une œuvre humaine est perfectible. C'est-à-dire que c'est vrai qu'après l'avènement de la démocratie, il y a eu 3 coups d'arrêt, si vous voulez bien, du processus démocratique. Il y a eu d'abord le coup d'État, en tout cas, de Amadou Aya Sanogo en 2012.
Il y a eu celui de Assimi en 2020 et un autre coup d'État qui rectifie en tout cas le premier de la part d'Assimi encore. Donc franchement, c'est des turpitudes de la vie aussi, que toute nation en tout cas qui est en train de progresser peut connaître souvent. Mais je pense que ça ne remet pas en cause les fondements même de la démocratie. C'est vrai, il y a eu, comme j'ai eu à le dire, il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de failles, en tout cas il y a beaucoup de choses à revoir et à corriger. Mais malgré tout, moi je pense que la démocratie est une très bonne chose. Et puis voilà, ça mérite en tout cas d'être bien pensé, en tout cas que les erreurs soient corrigées et que la démocratie puisse être mise en tout cas sur de bons pieds. Monsieur Kalambiri, 3 ans, 3 coups d'État en 33 ans. Il y a Montesquieu qui, en définissant les critères qu'il faut pour la démocratie, dit le respect du bien commun, la soumission de tous aux lois et l'amour de la patrie. La bonne question à ce niveau serait de s'interroger au niveau de nos dirigeants, quelles sont ces valeurs qu'on ne retrouve pas. Vous savez, les acteurs de mars 91 ne sont pas sortis du néant. Ils ont eu un parcours, ils ont eu une formation idéologique, politique et tout. Encore une fois, je le disais, il n'y a pas eu de passage de flambeau. Il y a eu un moment de flottement et malheureusement, quelque chose qui continue au Mali, c'est qu'au nom de l'apaisement, on met souvent les lois et les principes sous le boisseau. Il y a eu des coups d'État, avant les coups d'État, il y a eu des entorses à la démocratie qui n'ont jamais été sanctionnées et qui ont fait naître au niveau de la population des appréhensions par rapport à la démocratie. C'est ça la démocratie, l'autre était mieux. Mais oui, il n'y a pas d'alternative à la démocratie, mais nous, dans notre application, je pense qu'on a eu des failles qui n'ont pas été corrigées, qui n'ont pas été sanctionnées. Alors, êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent qu'aujourd'hui, quand on regarde avec ce régime de transition, on trouve que les acteurs de l'ordre démocratique sont à la base de tous les maux que traverse le Mali? Maintenant, on ne peut pas le dire. C'est facile de les charger de tous les péchés d'Israël parce qu'ils n'ont pas voix au chapitre. Pour moi, chacun doit se prévaloir de ses propres turpitudes, mais c'est trop facile de dire que mon problème c'est l'autre. C'est trop facile de dire nous sommes là parce qu'on était tous là. On était tous là et le principe démocratique veut justement qu'on s'oppose, que nos élus nous représentent. Moi j'ai vu, pour prendre un exemple simple, j'ai vu les jours de vote où des gens viennent dire payez-nous 2000 francs pour qu'on vote pour vous. Où des gens viennent pour dire donnez-nous 10 000 pour qu'on vote pour vous. Ça, si pour moi, j'hypothèque l'avenir pour 5 ans en le faisant pour 2 000 ou pour 10 000. Donc, oui, je pense que chacun a sa responsabilité pour avoir fait ou n'avoir pas fait, mais ce serait trop facile de dire et de rejeter la faute sur les seuls politiques. Alors, Sissoko, les politiques aujourd'hui sont dans le viseur de presque tout le monde. On dit qu'ils sont à la base de la déconnaissance de la nation. Est-ce que Alexis donne sa part de version qui dit qu'il ne faut pas tout mettre sur eux, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau de bain? Alors, est-ce que selon vous, aujourd'hui, la faute ne compte pas à ces acteurs politiques? Non, ils ont clairement leur part de responsabilité et leur très grande part de responsabilité. Parce que, en fait, comme on l'a dit, les attentes n'ont pas été totalement comblées. C'est vrai, il y a eu des actions très positives qui ont été posées. Par exemple, je parlais tantôt de liberté, et ça c'est une évidence aujourd'hui. J'ai parlé aussi du pluralisme, en tout cas, et surtout la croissance économique, on ne peut pas nier ça. C'est des choses quand même qui sont évidentes et qui sont claires. Maintenant, au-delà de ça, et franchement, il faut reconnaître que, c'est-à-dire que la société idéale à laquelle les gens avaient adhéré, en tout cas en 1991, cette société est devenue pratiquement un leurre.
parce que nous avons quand même vu émerger une certaine bourgeoisie, une certaine classe politique, en tout cas qui s'est enrichie sur le dos de l'État, sur le dos des contribuables maliens. La corruption, le népotisme, le clientélisme, en tout cas tous les mots qui ont été pratiquement reprochés à Moussa, ces mots-là n'ont pas disparu. Et c'est vrai, bon, il y a eu des présidents quand même qui ont tenté de mettre fin, bon, de diminuer au moins, de combattre, en tout cas souvent de façon implacable. Je peux parler par exemple de Alpha Omar Konaré, qui a lutté autant que faire se peut, en tout cas contre la corruption. Maintenant, peut-être que sa lutte n'a pas abouti parce qu'il était pratiquement en fin de mandat quand il commençait ça. Les autres qui ont succédé à Alpha ont fait aussi de leur mieux, mais franchement, nous avons compris quand même que la corruption n'a pas diminué du tout. Donc le clientélisme, le népotisme, c'est-à-dire la culture même de la médiocrité a un tout petit peu pris le dessus. C'est-à-dire que la méritocratie, la culture de l'excellence, en tout cas, c'est des vertus auxquelles beaucoup de Maliens aspiraient, franchement, n'ont pas été en tout cas au rendez-vous. Donc on peut dire que franchement, c'est un bilan qui comporte des hauts et des bas. Voilà. Alors justement, parlant tout de parler tout de suite de la liberté d'expression d'opinion, mais nous sommes en 2024, 5 associations ont été dissoutes, dont l'AEM, qui est même une association de fer pour ce renouveau démocratique avec les étudiants au temps de Oumar Mariko. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette liberté dont vous êtes en train de vanter est en train d'être restreinte? Non, il y a véritablement un recul. Il y a un recul démocratique. Il y a vraiment ce qu'on appelle une entrave à la liberté. Et ça, c'est vraiment tout bon démocrate doit condamner ça, doit déplorer ça et condamner. Et je crois que sur ce même plateau, j'avais déjà dit, et je suis franchement opposé en tout cas à la dissolution d'une association. Et qu'est-ce qu'on remarque très généralement? Les associations ou les partis politiques qui sont dissous, généralement, c'est des partis qui ont une autre voie différente de celle, en tout cas, du prince du jour, etc., etc. Donc, franchement, nous nous sommes battus pour qu'il y ait la démocratie. Et l'un des principes de la démocratie, c'est bien entendu la liberté. La liberté dans toute sa plénitude. La liberté d'expression, liberté. Donc, franchement, le constat est qu'il y a un véritable recul. Et ça, c'est à déplorer, en tout cas en démocratie. Les libertés sont restreintes, M. Kalambiri, faut-il avoir peur? En tout cas, on est obligé de reconnaître qu'il y a un recul et que les libertés sont restreintes. Deuxièmement, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que non, parce que la pensée unique ne fait pas avancer le débat. L'unicité des points de vue n'est pas un moteur de développement. C'est dans la contradiction qu'on peut avancer. Il faut la contradiction pour qu'on avance. De la contradiction jaillissent des idées nouvelles. Donc, un dirigeant qui n'a pas de contradicteur, qui n'a pas quelqu'un pour mettre en cause ce que vous faites, vous pouvez vous tromper sans vous en rendre compte. Donc, il faut que les dirigeants comprennent que c'est dans leur bien d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec eux et qui le disent tout haut. Allons-y au Sénégal où le 24 mars dernier, les électeurs étaient appelés aux urnes et d'après les derniers sondages, Bassirou Diomaye Faye, le candidat de l'opposition, soutenu par l'opposant historique Ousmane Sonko, est plébiscité dès le premier tour. Bien sûr, voyant derrière les tendances de félicitations, même du chef du président de la République sortant, Macky Sall, on sent que Bassirou Diomaye Faye devient ainsi le 5e président de la République du Sénégal. Alors, une première dans l'histoire du Sénégal, un candidat passe au premier tour. Monsieur Sissoko, cette élection au Sénégal, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, ça veut tout simplement dire que la démocratie sénégalaise n'est pas une démocratie de façade. Et le peuple sénégalais est un peuple mature. Maintenant, son élection dès le premier tour, c'est ce qui m'a personnellement surpris. Sinon, je savais quand même que Bassirou Diomaye Faye allait passer. Parce que, en fait, c'était deux camps qui s'opposaient, le camp de la continuité et le camp de la rupture. Et la continuité, ça c'est Amadou Ba, et la rupture c'est Diomaye Faye, qui était, si vous voulez bien, la pièce de rechange quand Ousmane Sonko a été empêché d'être candidat. Maintenant, est-ce que Diomaye Faye va être un bon président? C'est au peuple sénégalais de juger ça après. Mais ce qui est sûr, c'est que je me dis, et franchement, est-ce que les électeurs sénégalais n'ont pas beaucoup plus cédé par émotion et par passion plutôt que par raison? Parce que je me dis aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais été ministre,
c'est vrai, il peut être un bon cadre, un bon inspecteur des impôts, mais est-ce que cela suffit réellement pour être un bon président du Sénégal? Donc l'histoire, en tout cas, le temps nous permettra en tout cas de juger cela. Alors, justement, M. Alexis Kalambiri, qu'est-ce que l'on peut retenir de l'élection présidentielle du Sénégal? Oui, deux choses à mon avis. Vous savez, je pense que le président lui-même a battu campagne pendant longtemps pour le PASTEF et son candidat. Comme disait un célèbre chroniqueur français, qu'on m'insulte ou qu'on me vilipende pourvu qu'on parle de moi. Donc le fait de les avoir tous les jours au pinacle, de parler d'eux, ça les a déjà imposés dans l'esprit des électeurs. Et deuxièmement, je me rappelle d'une anecdote. J'avais interviewé Maître Wade quand il était candidat, et à l'époque, il m'avait dit que au Sénégal, la case prison est un passage obligé pour être président. Ça s'est vérifié avec lui, ça s'est vérifié avec son successeur, et ça se vérifie pour la troisième fois. Finalement, oui, je me dis quelque part, il a bien analysé. Mais oui, ce qu'on retient surtout, c'est la transparence des élections. Vous voyez, c'est ce qui surprend au Sénégal. Dès que les bureaux de vote sont fermés, vous ne voyez plus personne dans les rues. Dès que les décomptes commencent, tout le monde court à la maison. À la limite, tout le monde est scrutateur, puisque le décompte est normalement public et que la presse va dans les bureaux. Donc, à la limite, tout le monde suit presque à temps réel le décompte. Donc, tant qu'on n'a pas une volonté de tripatouiller, on ne doit pas l'interdire. D'ailleurs, tout le monde dit il passe, mais les résultats officiels ne sont pas proclamés et ce processus suit son cours. Mais oui, les premières tendances des urnes sont capables d'orienter les gens. Et quand après on voit autre chose, c'est ce qui amène les révoltes. Donc s'il n'y a pas de volonté le président a quand même été sage. Oui, il a tenté des choses avant, mais au dernier moment, il a été sage de rester derrière la loi et de respecter la volonté populaire. Alors, je reste toujours avec vous, M. Kalambiri. Alors, quand on voit ce qui s'est passé depuis l'histoire Sonko jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au Sénégal, quand même, les institutions sont très fortes? Les institutions sont très fortes et surtout, l'histoire du Sénégal remet en cause toute la littérature et tout l'argumentaire qui a été développé au Mali et au Burkina. La crise sénégalaise a été plus forte que la nôtre. Il y a eu beaucoup plus de morts. Pour autant, il n'y a pas eu de coup d'État. Donc, ça veut dire que oui, les hommes politiques peuvent connaître des dissensions, peuvent aller à des extrêmes, mais sont condamnés, si on laisse le cours normal des choses se faire, sont condamnés à trouver des solutions. Parce que, oui, encore une fois, en démocratie, chacun est bien dans son couloir. C'est la première leçon que l'on voit. La deuxième, c'est que oui, les institutions sont supérieures aux hommes. On peut vouloir des choses, mais quand les institutions disent autre chose, c'est sage de se soumettre. Et c'est vraiment une seconde leçon qu'on voit avec le Sénégal. Monsieur Sissoko, les institutions sénégalaises, on peut dire que c'est cas d'école pour le continent. Elles sont solides, elles sont en tout cas très solides. C'est vrai qu'elles ont tangué un moment, elles ont tergiversé. Et je me rappelle, même lors d'une conférence de presse, Ousmane Sonko a dénoncé quand même le Conseil constitutionnel qui a eu à prendre des décisions par le passé. Mais cette institution s'est ressaisie, elle a vraiment dit le droit. Donc on peut dire tout simplement que c'est la démocratie sénégalaise qui a gagné dans l'élection de Diomaye Faye. Maintenant, bon, vous avez tantôt rappelé,
Alexis l'a rappelé, c'est-à-dire comment l'alternance a été réalisée au Sénégal de 2000 à 2012 jusqu'en 2024. Donc ça veut dire tout simplement que le peuple sénégalais croit en la démocratie, contrairement peut-être aux pays voisins qui pensent que chaque fois il faut peut-être mettre son destin entre les mains des gens qui détiennent en tout cas des armes. Et franchement, ça veut dire tout simplement que le peuple sénégalais est un peuple mature et l'élite sénégalaise est une élite vraiment consciente en tout cas des enjeux du moment. Et je crois que c'est, comme vous l'avez si bien dit, c'est vraiment une leçon de démocratie que le Sénégal vient de donner aux autres pays, surtout aux pays de la CEDEAO. Alors, dernière question avec vous, toujours Sissoko. Comment voyez-vous, vous avez 5 ans, Diomaye Faye, le duo Faye-Sonko, 5 ans pour le Sénégal? Oui, c'est la question que je me pose parce que ça me rappelle un peu le tandem Senghor-Mamadou Dia. Et on nous a quand même enseigné dans l'histoire que c'était 2 amis. Et d'abord l'un n'était pas du tout politique, il était poète, intellectuel tout simplement, et que c'est Mamadou Dia qui était quand même très engagé politiquement. Mais compte tenu de son niveau intellectuel, Mamadou Dia a suscité quand même la candidature et l'autre, en tout cas, a poussé l'autre à faire de la politique. Mais après, l'autre a fini par emprisonner l'autre. Donc moi, je crains que, parce que le pouvoir ne se partage pas, et Diomaye Faye, à un moment donné, sera obligé de se démarquer un peu de Sonko. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? C'est la question qui reste posée. Mais je pense quand même qu'ils sont tellement bien partis. Et l'autre doit, en tout cas, sa victoire à Ousmane Sonko. Je pense que peut-être qu'ils trouveront le juste milieu pour trouver l'équilibre et puis gérer le pays pendant les 5 prochaines années. Monsieur Kalambiri, comment voyez-vous le duo Sonko-Faye en 5 ans au Sénégal? Ici, il y a Madlamine qui disait « La lutte unie, le pouvoir divise ». C'est-à-dire, il n'y a rien à faire, il arrivera une ligne de rupture. Parce que, en fait, sauf si Sonko est bien avisé de comprendre qu'il n'est pas le président, qu'il n'est pas le vice-président. S'il parvient à le comprendre, à s'effacer, ce qui va être difficile, parce que oui, effectivement, Diomaye Faye n'est pas connu. C'est au nord de Sonko et il a été adoubé par Sonko pour qu'il passe. Mais si jamais Sonko pense que c'est lui le président, qu'il est vice-président ou d'ailleurs qu'il est super président, le seul débat, c'est de savoir à quand la rupture. Mais il n'y a rien à faire, il y aura la rupture. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Pour rappel, sachez que TM1 est sur le canal numéro 4. Merci de nous avoir suivis. Nos invités étaient M. Alexis Kalambiri, journaliste et directeur de publication de Mali Tribune, et M. Youssouf Sissoko, journaliste, directeur de publication du journal Alternance. Merci de nous avoir suivis, messieurs. À très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse le Mali.